23 heures partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre édition. Voici les titres. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi le président directeur général de la compagnie Corsair. La compagnie aérienne entend accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, les autorités ivoiriennes ont décidé en juillet 2017 du plafonnement de certaines denrées de grande consommation. La mesure arrive à expiration ce 12 janvier, donc demain, vendredi. On en parle dans ce journal. Nous irons également dans les locaux de la FIF à Treichville, la Fédération ivoirienne de football, qui juge irrecevable la requête formulée par les clubs. Le verdict est tombé lors d'une conférence de presse. Mais avant, je vous le disais tantôt, la compagnie Corsair se dit prête à développer ses activités en Côte d'Ivoire, une volonté qui se traduira dans un premier temps par l'augmentation de la fréquence de vol entre Abidjan et Paris. Le président directeur général de la compagnie Corsair a été reçu par le président Alassane Ouattara. Compte rendu, Mahama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. Plus de vols entre Paris et Abidjan. Et surtout à moindre coût. C'est la nouvelle dimension que veut atteindre la compagnie aérienne Corsair. Reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara, le président directeur général du transporteur français a dévoilé le chronogramme de cette nouvelle fréquence des vols. Nous accélérons la montée en puissance. Nous avons aujourd'hui 4 vols par semaine. Nous aurons un 5e vol dès la fin du mois de janvier, un 6e vol courant du mois de mars et nous serons à 7 vols, donc en vol quotidien à partir de juillet. Voilà, donc ça c'est un engagement que j'avais pris auprès du chef de l'État. Actuellement, nous avons un tarif promotionnel en classe économique à 300 000 francs CFA. J'ai dit également que nous ferons des tarifs très compétitifs également pour la classe affaires, puisque j'ai également annoncé au chef de l'État que nous sommes désormais dotés d'une classe affaires qui nous permet de servir évidemment toutes les demandes, tous les besoins, toutes les envies de voyage et notamment la clientèle affaires qui est de plus en plus nombreuse à voyager entre Paris et Abidjan. En plus de contribuer au dynamisme du monde ivoiro-français des affaires, Corsair entend être un agent de développement du tourisme ivoirien. Le groupe TUI et la compagnie Corsair, évidemment, sont prêtes à s'engager aux côtés des autorités ivoiriennes pour développer le tourisme. Je crois qu'il y a une réelle opportunité, à travers d'abord le rôle d'Abidjan comme hub régional, puisque, voilà, compte tenu du développement et du succès que connaît le transport aérien ici en Côte d'Ivoire, et puis il y a une réelle opportunité de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, bien entendu, mais en tout cas, nous serons aux côtés des Ivoiriens pour répondre à leurs objectifs de développement. C'est donc un retour en grand pour la compagnie Corsair. Pour rappel, elle avait suspendu sa desserte d'Abidjan en octobre 2015 pour insuffisance de rendement, 2 ans et demi après le démarrage de ses activités en Côte d'Ivoire. Mais l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire a poussé Corsair à reprendre ses vols en juin 2016. Depuis, la compagnie a transporté plus de 400 000 voyageurs. La Côte d'Ivoire, donc destination prisée, une autre compagnie aérienne engagée aux côtés du pays pour le développement économique, la compagnie Ethiopian Airlines qui vient de signer un accord avec le pays, accord qui marque le démarrage effectif des vols directs Abidjan-Washington dès mai 2018. Alexis Ouedraogo. Abidjan-Washington en vol direct, le projet pourrait prendre forme d'ici mi-mai 2018. L'annonce a été faite ce mercredi à la primature, à la faveur d'une signature d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie aérienne Ethiopian Airways. De la rencontre, c'est de signer le protocole d'accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le début des vols, donc la ligne directe entre Abidjan et New York à la mi-mai. Grosso modo, c'est un cadre pour soutenir le début de ces longs vols entre Abidjan et les États-Unis. La signature met fin au long processus de négociation conduit par l'État de Côte d'Ivoire, une réponse à la demande de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. C'est aussi une amélioration en perspective des activités économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.
On reste dans le domaine aéroportuaire pour voir l'état d'avancement des travaux de l'aéroport de San Pedro. Le site est en passe d'être livré. Les travaux sont effectués à 80%, mais la livraison n'a pu être respectée dans les délais. Mamadou Ouattara, Walter et Sam Kona. Aéroport de San Pedro. Des engins toujours à la tâche. Malgré le retard accusé, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de San Pedro avancent. Taux d'exécution 80%. Ces travaux devraient prendre fin le 13 décembre dernier. En termes de retard ici, un seul jour de pluie ici nous occasionne minimum 3 jours de perte de travaux en avancement. Car lorsque tous les matériaux que nous utilisons, c'est des matériaux qui n'aiment pas la pluie. Après 36 jours d'intempéries, il faut répondre les travaux par endroits. Juste derrière moi, c'est la bretelle qui est là. Nous aurons pu aujourd'hui exécuter la couche de base, mais malheureusement, compte tenu de la pluie, nous avons eu des désagréments et nous sommes en train de reprendre carrément tout ce qui a été fait comme terrassement. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer et ça c'est l'un des problèmes majeurs qui fait que les travaux ralentissent. La piste d'atterrissage de l'aéroport de San Pedro va connaître un élargissement. Les techniciens sont actifs afin de livrer cette piste de façon irréprochable. La piste initialement de l'aéroport de San Pedro faisait 1900 mètres. Dans les travaux actuels, nous avons prévu le prolongement de 200 mètres. Aujourd'hui, il nous reste seulement que les 200 mètres de part et d'autre des seuils à traiter qu'au même niveau que la piste antérieure existante. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, en charge du chantier, se veut rassurant quant à la qualité des travaux. Les essais de bitume sont concluants. Les usagers de la ligne Abidjan-San Pedro devront attendre jusqu'en fin janvier 2018 pour emprunter l'avion afin de rallier les deux villes portuaires du pays. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a eu ce jeudi après-midi une séance de travail avec une délégation de parlementaires japonais. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays concernant notamment les secteurs de la santé et des infrastructures. Alexis Oudraogo. La coopération ivoiro-japonaise se renforce. Ce jeudi, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a reçu en séance de travail une délégation de parlementaires du pays du soleil levant. Les échanges ont porté sur les secteurs à explorer ces prochaines années. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre concernant les futures possibilités de la coopération entre nos deux pays. Nous avons discuté des projets en cours. Par exemple, le projet concernant le portuaire d'Abidjan et puis concernant le projet des infrastructures. Puis nous avons également discuté la possibilité du futur, dans le domaine de formation personnelle. En 2017, le Japon a soutenu plusieurs projets en Côte d'Ivoire, parmi eux l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. D'un coût de 50 milliards de francs CFA, l'ouvrage, dont du Japon, devrait être livré dans moins de 3 ans. Nous avons 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand, pour lesquels le Japon est en train d'étudier la possibilité de les financer. Nous avons évoqué le débarcadère de Sassandra, pour lequel des travaux viennent d'être lancés. Nous avons également évoqué la question de la santé. Vous vous souviendrez que le CHU de Cocody avait été réhabilité par la coopération japonaise. Nous avons sollicité donc à nouveau des études et une intervention japonaise dans ce secteur de la santé et particulièrement au CHU de Cocody. Mais au-delà, nous avons parlé, conformément aux orientations du président de la République, du soutien au niveau des entreprises privées. De ce que les entreprises privées japonaises pourraient intervenir en Côte d'Ivoire, dans notamment les secteurs de la transformation de nos matières premières, que ce soit le cacao ou l'anacarde. Nous avons noté de la part de la délégation parlementaire un fort intérêt sur ces questions de transformation de nos matières premières. Le Japon est à ce jour la 3e économie mondiale. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, les autorités ivoiriennes ont décidé
en juillet 2017 du plafonnement de certaines denrées de grande consommation, ce pour une durée de 6 mois. La mesure arrive donc à expiration demain, vendredi 12 janvier. Le ministre ivoirien en charge donc des activités commerciales a fait le point. Lanciné Bakayoko. La décision de plafonnement des prix concernait les denrées de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table, le ciment, mais également le transport et le logement. Des produits régulièrement objets de pratiques spéculatives. La mesure gouvernementale qui expire ce 12 janvier a été plus que payante. Sur un total de 13 975 points de vente de magasins visités, nous constatons que le respect des prix plafonnés est de 92%. Donc nous avons, le nombre d'infractions est seulement de 1199 infractions, ce qui représente seulement 8% du nombre de magasins visités. Le succès de cette opération qui aura globalement permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages a été rendu possible grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les services de contrôle, mais surtout au civisme des acteurs. Il faut vraiment féliciter les industriels, les acteurs de la grande distribution qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette mesure. Cette disponibilité des industriels et forcément des commerçants devrait se poursuivre, car la fin de la mesure de plafonnement ne saurait signifier la reprise de la surenchère. Nous demandons aux acteurs du marché, aux différents intermédiaires, aux différents commerçants d'éviter à nouveau des pratiques spéculatives qui peuvent justifier une hausse démesurée des prix de ces produits. Selon les chiffres du commerce intérieur, l'alimentation représente 27% des dépenses de consommation des ménages en Côte d'Ivoire. Quant au transport et au logement, il avoisine les 35% des charges familiales. 95 personnalités et professionnels des médias distingués dans l'ordre national du mérite ivoirien. La cérémonie a eu lieu hier, mercredi, c'était à la Grande Chancellerie. Au plateau, les temps forts avec Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Sur les 95 personnalités distinguées par la Grande Chancellerie, 2 élevés au rang de commandeur de l'ordre national, 35 faits officiers de l'ordre national et 56 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi ces personnalités, 2 officiers et 2 chevaliers ont été décorés à titre posthume dans l'ordre national. Pour la grande chancelière Henriette Dagli-Diabaté, l'élargissement du cercle des récipiendaires à divers domaines peut servir d'exemple d'excellence à suivre et contribuer au renforcement des liens entre la République et le peuple. Nous recherchons des valeurs qui servent d'exemple à tous les niveaux, dans les villages comme en ville, dans les administrations comme dans les milieux d'affaires, auprès des commerçants et auprès des artisans, partout. Par ailleurs, la Grande Chancellerie veut contribuer au renforcement des liens entre la République et les Ivoiriens de l'intérieur du pays, d'une part, les Ivoiriens de l'extérieur et les amis de la Côte d'Ivoire, d'autre part. C'est notre rôle d'encourager tous les artisans de paix et les acteurs du développement économique et social de notre pays, partout où ils se trouvent. Reconnaissant à leur hiérarchie, les récipiendaires indiquent que la cérémonie est une source de motivation dans l'engagement au travail. Appréhendons ces distinctions comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances. Nous sommes conscients que cette reconnaissance est aussi faite d'obligations. Obligation à rester toujours méritant pour mieux servir notre pays, la Côte d'Ivoire. D'autres distinctions sont annoncées aussi bien au plan national qu'international, avec des projets de distinction au Bénin, au Burkina Faso et au Canada. Hydrocarbures et électricité, où en est la Côte d'Ivoire? La question se pose. Sujet évoqué donc en ce début d'année au ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Le point des acquis et des perspectives en matière d'hydrocarbures et d'énergie renouvelable avec Christelle Menin. Janvier 2018, on fait aussi le point et on se projette au ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Hydrocarbures et électricité, les 2 secteurs sont passés en revue et les bons points retenus.
En 2017, les productions moyennes de pétrole et de gaz naturel sont à environ 34 000 barils jour et 216 millions de pieds cubes. C'est 10% de plus qu'en 2016 pour le gaz naturel. 13 nouveaux contrats de partage de production sont signés après une campagne de promotion du bassin pétrolier à Paris, Londres et Cape Town. En 2017 toujours, les besoins du marché national en produits pétroliers raffinés ont été entièrement couverts à travers la Société ivoirienne de raffinage et la Gestoci, permettant ainsi d'augmenter la part d'exportation vers les pays voisins. À ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de stocks en produits pétroliers liquides et gaziers suffisants pour couvrir environ 29 jours de consommation nationale. Au niveau environnemental, on se souvient encore du rapport Dirty Diesel de Public Eye. Des études de faisabilité sont en cours pour abaisser la teneur en soufre du gasoil. Fait majeur dans le secteur de l'électricité cette année 2017, la mise en service le 2 novembre du barrage hydroélectrique de Soubré, portant la capacité installée de la Côte d'Ivoire à 2200 MW, une augmentation de 12,5%, un bond dans le développement des énergies renouvelables. La couverture du territoire en électricité est passée de 53 à 55% et le taux d'accès de 81 à 82%. Cela grâce à des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Énergie sur le réseau de transport et de distribution. Globalement, la situation financière du secteur de l'électricité s'est améliorée en 2017, ce qui devrait permettre en 2018 de lancer et d'accélérer les travaux de construction et de réhabilitation dans le secteur. 2 centrales thermiques à gaz, 2500 km de lignes pour notamment l'électrification de 500 localités. La part du renouvelable va continuer de s'accroître avec la construction de 2 nouveaux barrages hydroélectriques. Le solaire et la biomasse ne sont pas en reste. 3 centrales solaires et à biomasse bientôt installées à Ferkessédougou, Boundiali et Gagnoua. Les promoteurs sélectionnés seront bientôt connus et un accord tarifaire a été signé pour le projet Biokala. Le réseau électrique national devrait recevoir son premier kilowattheure cette année 2018. Dans le domaine des hydrocarbures, les perspectives sont marquées par plusieurs projets et le retour d'acteurs internationaux majeurs de l'exploitation pétrolière. Avec la constitution de la société Côte d'Ivoire GNL, Abidjan verra la construction d'un terminal gazier à grande capacité. La mise en service de ce terminal fera de la Côte d'Ivoire le plus gros importateur de gaz naturel liquide en Afrique et renforcerait son positionnement en matière d'exportation d'électricité dans la sous-région. Autant de projets en matière d'hydrocarbures et d'électricité, parmi lesquels la très attendue libéralisation du secteur de l'électricité, dont les études ont été déjà lancées. Voilà, hydrocarbures, électricité, où en est la Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Christelle Menant. Au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'heure est également au bilan jugé positif, mais le travail ne s'arrête pas pour autant. Un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA sera injecté pour donc permettre au secteur de décoller. C'est ce que nous dit Patricia Omouetia. Le plan de développement touristique élaboré prévoit la formation de ressources humaines de qualité pour l'industrie touristique et l'amélioration des infrastructures hôtelières, le développement du tourisme balnéaire avec la réhabilitation de plusieurs plages, le renforcement de la sécurité de ces plages et la création de parcs animaliers figurent au nombre des stratégies du ministre du Tourisme. Pour Siandou Fofana, une véritable décentralisation dans la mise en œuvre de la politique infrastructurelle en matière touristique sera un atout majeur. Un fonds d'investissement privé et un fonds souverain du développement touristique seront mis en place bientôt pour l'essor du secteur touristique ivoirien. Dans le cadre de la politique de décentralisation du gouvernement, il faut faire en sorte qu'il y ait un développement territorial qui se fasse au profit des collectivités décentralisées et au profit de toutes les régions. Et dans la politique de régionalisation, il était important pour nous de voir quelle contribution notre ministère pouvait apporter en termes de développement des activités touristiques, des loisirs, mais la valorisation des atouts culturels, traditionnels et des atouts naturels de l'écosystème touristique de la zone. L'ambition du ministre du Tourisme est de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine dans quelques années. Cette balade lagunaire, au cours de laquelle le ministre du Tourisme a dévoilé ses grands chantiers, a également permis aux journalistes et aux membres du ministère de découvrir ou redécouvrir les riches potentialités touristiques de notre pays. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous-même. On parle plutôt de 3 000 milliards pour donc booster le secteur du transport en Côte d'Ivoire. On parle environnement à présent, cérémonie de remise de matériel dans la commune de Koumassi et c'est avec Grace Kando.
L'utilisation du gaz R12 pour l'alimentation des réfrigérateurs, des entrepôts frigorifiques et des centres de climatisation détruit la couche d'ozone sans laquelle la vie sur Terre est impossible. La couche d'ozone protège contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. En ratifiant la Convention de Vienne, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre fin à l'utilisation du gaz R12, un processus qui prend en compte la formation, la mise à niveau des professionnels et techniciens du froid. À cet effet, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a remis du matériel de dernière génération au Centre d'excellence en formation de froid dans la commune de Koumassi. Ce matériel de qualité doit permettre au maximum d'entre vous d'être bien formés. Il est donc essentiel d'en prendre soin afin qu'il profite à tous le plus longtemps possible. Le projet d'implantation de ces centres d'excellence permettra de renforcer les capacités des formateurs des spécialités de froid et de climatisation, tout en offrant la possibilité aux apprenants des dites filières de bénéficier de ces installations. D'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA, ce matériel a été acquis avec l'appui de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'objectif, c'est d'assister la Côte d'Ivoire à réduire donc toutes les émissions à effet de serre qui sont produites justement par des équipements qui sont dans le froid. C'est dans ce cadre-là que nous apportons donc notre assistance donc à la Côte d'Ivoire. L'élimination des substances chimiques a permis d'éviter près de 2 millions de cas de cancer de la peau chaque année dans les 193 pays du monde ayant ratifié la Convention de Vienne. Aujourd'hui, 11 janvier 2018, 10 jours seulement après la célébration de la Noël et du jour de l'an, on grince déjà des dents. C'est qu'après les folles dépenses, l'argent se fait rare dans bien des foyers. Le phénomène, malheureusement, se répète chaque année pour beaucoup. Alors, comment éviter la défaite après les fêtes? C'est un sujet de Kader Sokodogo. Janvier, le premier mois de l'année. Le premier jour est jour de fête et de réjouissance. Les premières minutes sont accueillies dans la liesse. Des feux d'artifice illuminent même le ciel. Dans de nombreuses familles, d'énormes dépenses sont effectuées pour vivre ces instants de fête. Et pourtant, ce mois dégage chez bon nombre de personnes une certaine phobie. Il est vu comme un mois long et difficile. Économiquement, les finances s'amenuisent. Les séquelles des dépenses sont une réalité. Avec ces différentes fêtes, et janvier est très long, donc vraiment c'est compliqué. Fête de Noël, fête du Nouvel An, les différents anniversaires, donc vraiment l'année est sorti. Le mois de janvier est très difficile, compte tenu des dépenses, la fête, tout ça là, franchement c'est difficile. On fait attention aux dépenses, en tout cas on s'éprouve de beaucoup de choses. Les artistes n'échappent pas à cette galère. Au nom de Dieu, là il faut répéter, quand les fêtes passent, c'est la galère pour les artistes. Le mois de janvier, parce que c'est un mois qui est dur, parce que les fêtes sont déjà finies et il n'y a pas d'événement. Donc on est obligé de rester là comme ça pour attendre. Mais avec beaucoup de dépenses aussi, parce qu'on a dépensé. Après, si tu as des enfants, tout ça, il y a la rentrée, il y a plein de choses. Donc c'est un mois qui est dur. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. La peur du mois de janvier est bien connue des sociologues. Les travailleurs qui ont une rétribution s'arrangent à ce que les patrons leur donnent déjà de l'argent entre la période comprise du 20 décembre au 28. Donc, ce qui fait que cet argent qu'ils perçoivent, très souvent, les travailleurs oublient que le mois de janvier est là, il arrive. Pendant la période de la fin de l'année, il y a une inflation. Il y a une inflation dans la mesure où les prix des poulets, les prix des objets qu'on achète pour les enfants connaissent une hausse drastique. Il y a une hausse drastique dans la mesure où cette inflation-là frappe toutes ces productions et tout ce qui contribue à créer l'image de la fête. À la fin de l'année, les parents ont reçu déjà au niveau des établissements que fréquentent leurs enfants les lettres de relance. Mais on les met de côté, tout comme les factures d'électricité et d'eau, on les met de côté pour faire face d'abord à toute cette période festive. Mais après, pendant le mois de janvier, une expression bien connue, l'AVS,
L'avance sur salaire est un chemin bien emprunté. Parmi ceux mêmes qui viennent, parce que chez nous, il y a la majorité, il y a des avances sur salaire qui sont déjà positionnés. Mais il y a certains, ils ont déjà utilisé leur salaire, ils ont déjà utilisé l'avance automatique qu'on nous a mis à leur disposition, et ils se trouvent, ils sont encore coincés, ils reviennent nous voir. Certains travailleurs, pendant le mois de décembre, reçoivent des gratifications. Pour d'autres, un 13e salaire est même reversé. La gratification, elle est bienvenue pour pouvoir aider les travailleurs à faire face aux nombreuses charges qui se présentent à eux. N'oublions pas que juste après la rentrée, les dépenses de la rentrée viennent les dépenses des fêtes. Et il faut avoir les moyens conséquents pour réussir à faire face à toutes ces dépenses. Dès lors, comment passer un mois de janvier sans que le voyant financier ne soit au rouge? Dans des familles, des recettes existent. En général, moi je me prépare depuis l'année précédente. J'essaie de m'arranger pour que jusqu'en décembre, je sois prêt pour les fêtes, mes enfants, et puis bon, ça fait que je ne sens pas trop ce qu'on dit. C'est vrai que c'est difficile pour beaucoup d'hommes, mais bon, moi je le fais, je me débrouille et puis ça va. Au niveau des enfants, je sais que les enfants ils étaient en congé. En début de mois de janvier, ils devraient reprendre les cours. Et concernant aussi les autres dépenses, je pense que tout est une question de prévision et d'organisation. Le sociologue donne son point de vue. Il faut que les autorités commencent à sensibiliser les individus, que ce qu'on appelle le spectre de la publicité ne doit pas tellement bouleverser les uns et les autres et les amener dans une sphère qui est le consumérisme aujourd'hui, qui amène à consommer à outrance en oubliant de prendre certaines dispositions, certaines précautions. Comme quoi, après la fête, ce n'est pas forcément la défaite. À chacun de régler son planning financier. La page culture de ce journal est assurée par la 14e édition du FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukro. L'événement va se tenir du 24 mars au 1er avril 2018. Cérémonie de lancement avec Chantal Akando. FICAD 2018, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro a été lancé. Sous le thème « Promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis du développement local ». Le commissaire général de ce festival a indiqué que le choix du thème vise à impacter durablement la vie des populations de la région de Lifou en faisant de Daoukro un hub culturel et touristique. Chaque année, une semaine avant Pâques, il y a un événement culturel qui crée l'attraction nationale, c'est le FICAD. Et ça, c'est un atout considérable pour la région de Lifou. Le FICAD contribue à l'essor économique de Daoukro. Cette année marque la 14e édition du FICAD. Des innovations sont annoncées, entre autres des concours cinématographiques, la musique traditionnelle pour détecter de nouveaux chansonniers, la découverte de talents humoristiques, des chants, danses et carnaval. Vous êtes des outils au développement. Vous êtes un prétexte pour que la Côte d'Ivoire se visite de l'intérieur et de l'extérieur. Notre tourisme est basé essentiellement sur l'émotion, les sensations nouvelles. Et vous avez su, monsieur le commissaire général, apporter cet appui. C'est cette sensibilité que nous recherchons partout. Les élus et cadres de la région de Lifou soutiennent ce festival qui, pour eux, valorise les potentialités des richesses culturelles et touristiques de leur région. La 13e édition du FICAD avait enregistré 200 exposants, 32 entreprises et créé 500 emplois ponctuels. Cette année, les organisateurs entendent faire plus. On se rend à présent dans les locaux de la FIF à Trècheville, la Fédération ivoirienne de football qui juge irrecevable la requête formulée par les clubs. Le verdict est tombé lors d'une conférence de presse. Salif Ouattara et Samuel Metch. La crise du football ivoirien connaît un autre épisode. Dans son adresse face à la presse le 4 janvier dernier, le président de la Ligue professionnelle et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté,
affirmait que le comité exécutif allait analyser profondément la requête formulée par 42 clubs et groupements d'intérêt de la fédération, où ces derniers réclamaient du comité exécutif la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. 6 jours après, l'instance fédérale, par la voix de son directeur exécutif, Jean-Baptiste Sametiassé, donne dans un communiqué sa position après examen de la demande. Au terme des dispositions de l'article 36 des statuts de la FIF, le quorum requis pour la convocation à une assemblée générale extraordinaire par les membres actifs est de 50% plus 1. La FIF compte à ce jour 81 membres actifs. Il s'ensuit donc que le quorum est de 42. La FIF a reçu une demande émanant de 38 clubs et 4 groupements d'intérêt, soit 42. Sur ces 42 membres actifs à ce jour, la FIF a reçu des clubs signataires 4 désistements formels. Ces clubs sont Cosmos Football Club d'Abidjan, Association sportive de Divo, Guéry Football Club de Gagnoa, Tanosport à Pimandoum. Ces clubs déclarent ne plus se reconnaître dans la demande de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire et annulent de façon irrévocable et définitive les dites demandes. Du fait de ces désistements, les clubs demandeurs se retrouvent à 38. Le quorum requis par les textes statutaires ne se trouve donc pas réuni. Le comité exécutif déclare irrécevable la demande collective de tenue d'une assemblée générale telle que notifiée dans le dit exploit. Cette nouvelle disposition vient-elle mettre un terme à ce feuilleton? Quoi qu'il en soit, l'espoir d'un apaisement au sein de l'instance du football est caressé par tous. Et c'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. À demain, 23h.